Qui est, d'après toi, le pire dictateur que l'Afrique ait connu? Plusieurs noms se bousculent peut-être dans ta tête. Dans cette vidéo, je vais te raconter l'histoire d'un des favoris au trône, Jean Bédel Bokassa. Histoire d'Afrique existe pour te présenter l'Afrique, ses héros et ses zéros, mais aussi ses réalités actuelles. Si tout ça t'intéresse, alors abonne-toi pour ne rien manquer. Bokassa a une histoire particulièrement ubuesque, une de ces histoires qui a noirci l'image de la France en Afrique, car rappelons-le, du général de Gaulle en passant par Pompidou jusqu'à Valéry Giscard d'Estaing, tous les présidents français de l'époque ont validé et travaillé avec Bokassa. Pourquoi donc? Au nom de quels intérêts cachés? C'est ce que nous allons essayer de comprendre en regardant de près l'histoire de l'un des dictateurs les plus cruels et les plus fantasques de l'Afrique. Acte numéro 1. La rencontre avec la France. Né le 22 février 1921 à Bobangui, Bokassa n'est pas destiné à un grand destin, encore moins à avoir des relations amicales avec la France. Oui, car disons-le d'entrée, son père, chef du village de son état, est exécuté sur la place publique alors que Bokassa n'a que 6 ans. Mais pourquoi donc? Simplement parce que ce dernier s'est rebellé. Il s'est rebellé contre l'administration coloniale, l'administration française. Il avait reçu un ordre lui intimant de dresser des listes de recrues devant travailler dans la compagnie La Forestière. Mais face aux brutalités de l'administration coloniale, le travail forcé et les milices des sociétés coloniales, il se rebelle et libère des prisonniers qui servaient d'esclaves dans des plantations de coton. Erreur fatale. Il est exécuté en place publique par des agents coloniaux sur la place du village, juste en dehors du bureau de la préfecture le 13 novembre 1927. Marie Yokovo, la mère du jeune Bokassa, se suicide une semaine après l'exécution de son mari. Voilà donc comment l'administration coloniale a rendu Bokassa orphelin à l'âge de 6 ans. Acte numéro 2. Bokassa le soldat. Bokassa sera-t-il revanchard de l'histoire de ses parents? Deviendra-t-il un ennemi de la France? Pas du tout. Bokassa pardonne et oublie tout. Pour bien le montrer d'ailleurs, il s'engage pour l'armée française en mai 1939 et est donc prêt à mourir pour la France. Il consacre 20 ans de sa vie à l'armée. Colonel, vous êtes un militaire qui a une longue carrière déjà, de soldat. Est-ce que vous considérez d'abord comme un soldat français? Je venais ce matin même d'envoyer mon livret de pension au Trésor français pour le paiement de ma pension. Tant que je serai titulaire de cette pension, je me considérerai toujours comme soldat français. Après son passage à l'armée française, il est envoyé au lendemain des indépendances auprès de son pays pour pouvoir y travailler comme étant espion pour la nation française. Oui, parce qu'au lendemain des indépendances, le président panafricaniste Boganda, père de la nation centrafricaine, qui gênait énormément les colons à cause de ses projets d'unité africaine, est tué dans un accident d'avion très suspect. Nous y reviendrons dans un prochain numéro. Le schéma se répète donc en Afrique et en République centrafricaine cette fois-ci. Ceux qui se battent pour l'indépendance sont tués et ceux qui n'en voulaient pas se retrouvent aux affaires. Qui penserait à faire un coup d'État un 31 décembre, jour de fête et de réjouissance en Afrique? Personne d'autre si ce n'est Bokassa. Voici pour toi le déroulement des événements ce 31 décembre 1965. Il est 15 h et le colonel Bokassa et le lieutenant Banza réunissent une centaine d'hommes au camp Kassaï et leur expliquent qu'un exercice de combat est prévu dans la soirée. 19 h, le rassemblement au Kassaï a lieu. Le lieutenant Banza distribue les armes et les munitions. À la surprise générale, ce sont des balles réelles qui ne servent jamais lors d'exercices. 20h30, le colonel Bokassa et le lieutenant Banza tendent un piège à Henri Izamo, commandant de la gendarmerie. Monsieur Izamo se rend seul
au camp de Roux, siège de l'état-major des forces armées centrafricaines. Sur place, le commandant de la gendarmerie est mis par Bokassa au courant du déroulement du coup d'État en cours. Izamo, croyant en une blague de Bokassa, éclate de rire. C'était malheureusement son dernier rire. Le lieutenant Banza le prend par surprise derrière. Les deux têtes à penser du coup d'État menottent M. Izamo, blessé à la tête, et le traînent jusque dans une cave souterraine. 20h45. La colonne putschiste se met en marche. Bokassa et Banza paradent en tête dans une 404 Peugeot blanche. 21h, arrivée de la colonne putschiste à la présidence de la République au palais de la Renaissance. Le président Dako est introuvable. Bokassa s'énerve et devient inquiet. Du palais de la Renaissance, des répartitions stratégiques se font. Prise de la radio centrafricaine, la prison de Garagba, les résidences des ministres et des ministères. 21h15, la rumeur commence à se répandre dans Bangui et la panique s'installe dans la population, ce qui entraîne mécaniquement un chaos. 21h25, Bokassa rentre au camp de Roux sans avoir pu mettre la main sur le président Dako. Mais où se trouve donc le président Dako? C'est la question qui hante en ce début de soirée les ténors du putsch. Mais qu'est-il donc en train de faire? A-t-il été informé du putsch à venir? Va-t-il revenir avec des renforts? Eh bien non. Absent de Bangui, le président Dako est simplement allé visiter les terrains agricoles de l'un de ses ministres. Il est tenu au courant du putsch qui est en train de se préparer et décide de revenir de toute urgence à la capitale pour pouvoir riposter. Erreur stratégique. 21h55. Arrestation du président Dako qui est présenté à Bokassa, qui l'embrasse et qui déclare tel Judas: « Je t'avais prévenu, il fallait en finir. » 22h20. Mission Garagba. Le cortège présidentiel se dirige vers la prison de Garagba. Sous la menace du revolver de Banza, M. Dako est conduit dans une cellule d'isolation et dépouillé de tout ce qui couvrait son corps. En d'autres termes, il est à poil. 22h40. Bokassa ordonne au régisseur de la maison d'arrêt de Garagba la libération de tous les prisonniers. 10 minutes plus tard, au bord de l'Obangui, des « Vive Bokassa, vive Bokassa » résonnaient en tout lieu. Le pouvoir venait de changer de main. 1er janvier 1966, au réveil de ce jour de l'an, les Banguissois qui n'étaient pas encore au courant du mouvement de la veille s'aperçurent de l'augmentation du nombre des hommes tenus dans la ville de Bangui. La nouvelle du changement de régime se répand comme une traînée de poudre au travers de la ville de Bangui et dans l'ensemble du pays. C'est donc le coup d'État de la Saint-Sylvestre. Tu peux remarquer qu'il est plutôt simple de faire un coup d'État en Afrique. Pratiquement une demi-journée de préparation et le tour est joué. Dans les jours qui suivent, Bokassa fait le ménage et installe un climat de terreur. La prison et la torture, l'enfermement sans raison ni jugement et bien sûr, la mort pour tous ceux qui osent s'opposer à lui. Pour récompenser ses durs efforts, Bokassa ne se refuse rien. Il vit dans un luxe insolent. Meubles luxueux dans son salon, salle de bain en or, lit chargé de dorures. Acte numéro 4. Bokassa et la France. Dans un premier temps, la France est réticente à soutenir Bokassa et Banza, doit donc se rendre à Paris pour convaincre le gouvernement français que le coup d'État a empêché le pays de sombrer dans l'anarchie. Bokassa rencontre Georges Pompidou le 7 juin 1966, qui continue de refuser de s'engager à soutenir le président centrafricain. Finalement, après que Bokassa a menacé de quitter la zone franc, Charles de Gaulle accepte de mener une visite officielle en Centrafrique le 17 novembre 1966. Ce qui pour Bokassa signifie que la France entérine le coup d'État. Ah, sacré franc CFA, tu as bien des pouvoirs. La position de la France est d'autant plus compréhensible que la Centrafrique n'est pas n'importe quel pays. Ce n'est pas le Gondwana en tout cas. Et Maman n'y est pas président. La Centrafrique c'est un pays riche en ressources minières. Citons-en en particulier les mines d'uranium de Bakouma. La France s'intéresse également à la position géographique stratégique de la Centrafrique, qui se situe au milieu du puzzle africain. Une fois que Bokassa a mis tout le monde dans sa poche et qu'il a inversé le rapport de force vis-à-vis de la France, les frasques peuvent désormais commencer. Mars 1972, il se proclame président à vie. Mais président, ce n'est pas suffisant. Il faut aller plus loin. 1974, il se proclame maréchal. Ça, c'est pas mal. Maréchal, ça claque, tu vois. Mais bon, pour ce fan de Napoléon, il y a plus haut que maréchal. 1976, Bokassa devient empereur. Mais Bokassa, en stratège qu'il est, décide de se faire financer son couronnement par la France. De son côté,
Il prend un tiers du budget national pour le consacrer à son couronnement. Chaque travailleur doit participer. Acheter un boubou qui équivaut au tiers du salaire de chaque fonctionnaire de l'époque. Les entreprises privées participent et bien évidemment la France se charge du reste. Tout est pris en charge par la France, jusque la voiture et même le carburant en bonus. Acte 5, la rupture. La fête est grandiose. 240 tonnes de manger et de boire ont été offertes aux invités. Le banquet a été luxueux. Le caviar était servi en plat très grand, porté par 2 cuisiniers. Les boîtes à vin Château Lafite, Rothschild et Château Mouton Rothschild de 1971, qui coûtaient à l'époque aux États-Unis 25 $ une bouteille, ont été apportées dans l'Empire centrafricain. Au total, 40 000 bouteilles de vin ont été commandées. Certes, il y a eu du champagne. Les invités se sont vus offrir 24 000 bouteilles de Moët et Chandon et bien sûr du whisky écossais en abondance. L'empereur aimait le whisky. La France ne refuse rien à son enfant gâté, jusqu'à ce que Bokassa ne fasse la gaffe de trop. Le massacre des écoliers de Bangui entre janvier et mars 1979. C'est le début de la fin. La pression est trop forte sur la France qui finit par lâcher l'empereur. Bokassa est exilé en Côte d'Ivoire et son ancien ami Giscard ne veut pas lui accorder un asile à Paris. Bokassa est furieux de cet état de cause. Et pour se venger, Bokassa décide de révéler ses généreux cadeaux au président français. Ils sont très radins. Ils sont très radins. Ce sont des gens qui vivent. Vous ne verrez pas la famille Giscard sortir un franc devant vous. Hein. Et ça, je peux vous le jurer. Parce que quand même, depuis 1967 à 1979, j'ai eu largement le temps de les connaître. Je vous dis, Giscard venait partager les chambres avec moi. Je lui donnais une chambre, moi j'avais une autre, et on se partageait la salle de bain. Jusqu'à ce point-là quand même. Il allait d'abord faire sa toilette. Quand il avait fini, il prenait sa douche, il se lavait. Quand il avait fini, bon, il me prévenait qu'il a fini. Moi, en ce moment-là, j'ouvrais la porte, puis je rentrais dans la salle de bain pour m'apprêter moi aussi à mon tour. Il vous a jamais reçu chez lui, en France? Non, non, non. Il ne m'a jamais reçu dans sa famille. Jamais. Je l'ai reçu partout. Moi, je l'ai reçu en France plusieurs fois. Je l'ai reçu aussi chez moi, en Centrafrique, plusieurs fois. Mais Giscard ne m'a jamais reçu dans sa famille. Vous lui avez présenté vos parents? Ben, la dernière fois, en 1978, j'étais parti en France avec quelques membres de ma famille, quelques parents à moi. Parce que chez nous, les Africains, quand vous pouvez présenter la France à vos parents, ils sont très contents parce que d'autres entendent parler, ils ne savent pas ce que c'est que la France. Alors, comme moi, j'avais le privilège d'avoir des maisons en France et d'avoir les moyens de déplacement, par exemple l'avion. Ben, je partais, j'amenais mes parents pour leur montrer la France et pour dormir avec eux chez moi. Et une fois, en 1978, la dernière fois où j'ai reçu Giscard chez moi, dans mon château de Villemaurin, je lui ai présenté mes parents. Ils ne les avaient pas vus de bonne tête, hein, et ils n'étaient pas contents. Ah bon? Non, non. Ben, moi, je ne sais pas pourquoi ils n'étaient pas contents. Hein. Mais on ne peut jamais se séparer de ses parents, vous savez, quel qu'ils soient. Moi, je ne peux pas me séparer avec mes parents. Je suis un Africain. J'ai des parents, comme j'ai des amis parmi les Africains, et puis j'ai des amis parmi les Français. Et ça, c'est tout à fait naturel. C'est la loi de la nature. Nous sommes faits comme ça. Mais Giscard supportait mal mes parents. Il y a eu un problème de famille là-dessus aussi. Ah, Ah, oui, ben parce que mon foyer n'existe plus. c'est-à-dire? Ah, je ne vais pas le dire parce que j'ai pris l'engagement devant mon ex-épouse de ne pas le dire. Mais c'est depuis que Giscard m'a fait tomber, non seulement il a pris mes biens, mais L'impératrice? il faut qu'on pose la question à Giscard, qu'est-ce qu'est devenue l'impératrice Catherine Bokassa? Il faut qu'on lui pose cette question-là aussi. Comme sa femme venait de passer 24 heures à Bangui, il faudrait que je lui envoie Catherine
Et l'échange des épouses comme ça permettra aux Français et aux Centrafricains de savoir que notre amitié va toujours très bonne, qu'il n'y a rien, qu'il n'y a pas de point noir, qu'il n'y a pas de problème. Et il m'a parlé, il m'a téléphoné, il m'a dit d'envoyer Catherine. Moi j'ai envoyé Catherine. Mais moi j'ai envoyé Catherine 2 mois avant qu'il me fasse tomber. Et Catherine est restée avec lui 2 mois. Je ne sais pas où se trouvait Anémone, mais Catherine, Journiac venait prendre Catherine carrément pour aller à l'Élysée. Ça c'est elle, Catherine, qui me l'a dit. Au début, c'était à l'Élysée. Mais après un certain temps, ça s'est passé à Ardricourt. Mais au début, quand j'avais annoncé... Chez vous? Oui, chez moi. Chez moi, à Ardricourt. Mais quand j'avais annoncé ça au Canard enchaîné, il y a des enquêtes qui avaient été faites auprès des habitants de Ardricourt. Ils avaient reconnu que oui, effectivement. Avec l'hélicoptère, il descendait dans le jardin avec l'hélicoptère. Il a promis un traitement de 50 millions de francs par mois à Catherine. C'est comme ça que Giscard ne m'a pas tué. Mais Giscard a bien consulté Catherine et Catherine a pris une grossesse avec Giscard. Non, attendez. Mais comme c'est Journiac qui servait pour les rendez-vous avec Giscard, c'était Journiac qui s'occupait de ça. Mais Journiac, Catherine ne l'a plus aussi. Puis il a utilisé Catherine. Journiac était devenu l'ami intime de Catherine et Giscard s'en est rendu compte. Il a su que Journiac lui coupait les pieds, couchait avec Catherine. Il envoie Journiac en mission en Afrique centrale, d'abord à Libreville, et Journiac prend l'avion de Bongo. Et il va au Cameroun. Or, ils ont mis un explosif. À peine arrivé au Cameroun, l'avion a explosé avec Journiac. Il est mort dans l'avion. Il est mort dans un accident d'avion, là-bas, au Cameroun. Ça fait beaucoup les accidents d'avion. Hein? Ben oui, mais c'est pour ça, Giscard est très fort. Hein? Il est très fort. Et il a tué Journiac, parce que Journiac a couché avec Catherine. C'est l'affaire des diamants de Bokassa. Une histoire aujourd'hui encore très célèbre. La presse se saisit de l'affaire. Le Monde, mais aussi le Canard enchaîné, prennent cette affaire très au sérieux, qui tombe au très mauvais moment pour Giscard, car on est en pleine veille d'élection présidentielle. Voilà comment Bokassa va se vanter d'avoir fait tomber le président français, qui ne sera pas réélu. Il finira par être autorisé à revenir en France, mais il ne s'y plaît pas et veut retourner chez lui, à Bangui. De retour à Bangui en 1986, où il sera condamné à mort, après 7 mois de procès, il sera finalement remis en liberté en septembre 1993. Vieillard, souffrant et solitaire, il finira ses jours en Centrafrique, décédant d'une crise cardiaque le 3 novembre 1996. Bokassa a eu 18 épouses et 57 enfants, dont 40 sont déclarés. Jean Bédel Bokassa représente typiquement le type de leader que l'on a envie d'oublier. Mais nous devons au contraire nous en souvenir pour que cela ne se reproduise plus. Rendez-vous ce soir à 21h en direct sur la chaîne Investir au Pays pour pouvoir parler ensemble de ce personnage riche en couleurs et recueillir ton avis là-dessus. Voici la question qui nous attend ce soir. Que peut-on retenir de la vie de Bokassa? Que peut-on en tirer? À très bientôt.